Oui, bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire. Donc, nous allons traiter aujourd'hui des enjeux biodiversité et plus spécialement comment passer des produits au corporate. Je suis Anne-Claire Asselin, je suis fondatrice de Sayari, bureau d'études, et nous sommes ravis de vous accueillir à ce webinaire. Donc, le menu de la session, ça va être, nous avons 1 heure ensemble, donc nous allons nous présenter rapidement. Sayari, qui sommes-nous? Ensuite, nous laisserons la parole au groupe Nestlé qui nous présentera ses enjeux en termes de biodiversité. Nous reprendrons la parole pour vous parler d'un petit cas d'étude agriculture régénérative pour les commodités et les produits. Nous laisserons ensuite la parole à Aurore Falk-Pierrotin de Darwin qui nous donnera, qui en fait construira à partir de ce travail sur les produits pour nous montrer un peu comment ça peut être pris en compte de façon un peu large échelle dans l'outil Darwin. Et enfin, nous aurons une vingtaine de minutes, un quart d'heure, 20 minutes de questions-réponses. Donc, gardez bien vos questions et posez-les dans le chat. Nous serons ravis de prendre le temps d'y répondre à la fin de ce webinaire. Donc, les intervenants, donc moi-même, Anne-Claire Asselin, Pauline Cristofini, donc, qui est Global Biodiversity Manager dans le groupe Nestlé, qui nous parlera de ses enjeux en tant que grande entreprise, et Aurore Falk-Pierrotin, qui est CEO de Darwin, interviendra également. Donc, trois intervenants aujourd'hui. Un petit zoom rapide sur Sayari, qui sommes-nous? Donc, nous sommes un cabinet de conseil et notre value proposition, notre proposition de valeur, c'est d'être le chaînon manquant entre la science et la prise de décision. Donc, 5 consultants experts, 7 années d'expérience et un lien unique avec le monde académique à l'échelle mondiale. Donc, au centre et au nexus de notre proposition de valeur, les dernières avancées scientifiques. Et pour vous, clients de Sayari, nous vous permettons ainsi, avec ce focus sur les dernières avancées scientifiques, d'avoir un avantage concurrentiel, de vous permettre de faire des approvisionnements responsables, travailler sur l'éco-conception, voire sur les business models, et informer vos parties prenantes, consommateurs, investisseurs, salariés, etc., de façon responsable. Excusez-moi, j'ai un petit souci. Je reprends. Voilà. Donc, notre réseau mondial, bien évidemment, ici, vous avez Darwin, mais par ailleurs, vous avez également des parties prenantes françaises, bien sûr, Ifremer, INRAE, des parties prenantes européennes comme DTU, qui travaillent beaucoup sur le sujet de la tox ou sur le sujet aussi des limites planétaires, ETH Zurich, qui travaille beaucoup sur le sujet de l'utilisation des terres et l'usage des terres de façon générale. CIREC, qui est présent aujourd'hui, je crois, des parties prenantes aussi aux États-Unis, le département de l'agriculture et US EPA, au Brésil, en Asie, en Australie. Donc, en fait, finalement, un réseau d'experts au niveau planétaire qui nous permet en fait d'échanger, y compris sur des sujets globaux. Nous offrons 4 thèmes principaux sur lesquels nous avons de l'expertise. Le premier, c'est l'impact environnemental des produits avec l'analyse de cycle de vie et l'éco-conception. Le second qui va nous occuper aujourd'hui, la stratégie biodiversité. Le troisième, la stratégie eau. Et le quatrième, eh bien, pour faire ces calculs environnementaux, il faut bien sûr de la donnée. Et donc, nous travaillons aussi sur la collecte et l'amélioration de la qualité des données. Nos principaux clients ici, ils sont pas tous cités, mais on a 3 types de clients. D'abord, les autorités publiques en France et en Europe, donc aussi bien en France, l'ADEME, le ministère de la Transition écologique, qu'en Europe, la Commission européenne. Et là, il s'agit d'élaborer des réglementations applicables avec l'engagement des parties prenantes. On conseille en fait ces pouvoirs publics sur la mise en œuvre des prochaines réglementations au niveau pour leur permettre en fait d'être en lien avec la science. Des organisations sectorielles et des ONG aussi nous consultent et là leur objectif c'est de comprendre, développer et tester des cadres et des méthodes. Et enfin des entreprises, donc certaines sont citées ici, L'Oréal, Nestlé, Système U,
qui cherchent à s'engager dans la transformation et s'adapter aux risques et réglementations. Nos domaines d'expertise, ils sont essentiellement liés aux produits, aux commodités issues du vivant, comme vous le voyez à gauche, mais également minéraux et métaux à droite. Et donc, il s'agit de l'ensemble des commodités agricoles, produits de base, huiles et dérivés, approvisionnement végétal, mais également les produits forestiers, les produits animaux et les produits marins. Je passe maintenant la parole à Pauline Cristofini, qui va nous parler du groupe Nestlé et la thématique biodiversité dans le groupe. Quels sont les enjeux? Pauline, the floor is yours. Bonjour à tous, merci beaucoup Anne-Claire et merci à Sayari pour l'organisation de ce webinaire sur ce beau sujet. Pour redonner, alors je n'ai pas de slide, je m'en excuse d'avance. Ça va forcer, chers participants, à écouter mes belles paroles. Mais déjà peut-être pour redonner le contexte de mon intervention, réexpliquer la place de la biodiversité pour un groupe comme Nestlé. Ça paraît évident, mais ça va toujours mieux en le disant qu'en tant que leader de l'agroalimentaire, l'intégralité de notre chaîne d'approvisionnement dépend de la biodiversité et on a finalement autant d'enjeux que d'ingrédients clés sourcés, que ce soit le café, le cacao, le lait, les céréales, les légumes, le soja, l'huile de palme, et autant d'enjeux que de zones d'approvisionnement, car la biodiversité reste un enjeu extrêmement local et dépendant de la géographie où on se trouve. Dès 2020, Nestlé a pris des engagements ambitieux, en lien avec notre trajectoire climat net zéro à horizon 2050, à la fois de s'approvisionner en ingrédients clés issus de l'agriculture régénératrice à hauteur de 20 d'ici 2025 et 50 d'ici 2030, ce qui est extrêmement, ambitieux au vu des volumes, d'approvisionnement. 0 déforestation sur nos ingrédients à risque d'ici 2025 et planter 200 millions d'arbres d'ici 2030. Ces engagements, finalement, se traduisent aujourd'hui par autant de projets sur le terrain qui ont été engagés pour répondre à ces objectifs, climat, mais qui ont en fait tous aussi des co-bénéfices sur la biodiversité. Donc aujourd'hui, concrètement, on travaille, en local avec des partenaires techniques, avec des équipes d'agronomes pour à la fois engager nos fournisseurs, accompagner les agriculteurs dans, leur transition vers l'agriculture régénératrice, pour structurer aussi des projets, à l'échelle paysagère ou territoriale, donc à différentes mailles. Et tous ces projets aujourd'hui nous permettent de collecter, de la donnée terrain, à la fois de la donnée vraiment agronomique liée aux pratiques, sur la parcelle, mais aussi à l'échelle paysagère et sur l'état du sol, sur l'état de la biodiversité. Et un des messages clés que je voulais partager, c'est qu'effectivement, c'est cette donnée qui est au cœur, de la question de la mesure de la biodiversité. Peu importe qu'on soit à la maille, corporate ou à la maille produit, c'est cette donnée, qui va nous être utile. En parallèle donc de ces différents engagements et des projets qui ont été lancés sur le terrain, ont été initiés il y a plus de 3 ans maintenant, des mesures d'empreinte biodiversité au niveau corporate. Donc Nestlé a été parmi les 17 entreprises pilotes de Science Based Target Furniture, en 2023 et ça s'est finalisé en 2024 pour tester la méthodologie SBTN, c'est-à-dire concrètement évaluer plus précisément quelles sont nos pressions, nos impacts sur la biodiversité, que ce soit sur nos sites, dans nos opérations, mais aussi tout au long de notre chaîne de valeur. Sur chacune de ces zones d'approvisionnement ou dans nos opérations, quel est l'état de la biodiversité et en quoi elle est modifiée par les impacts et les pressions qu'on peut avoir dessus. Tout ça pour pouvoir prioriser, encore une fois, sur nos sites et dans notre chaîne d'approvisionnement, quelles sont les combinaisons des commodités et des zones d'approvisionnement où ça devient, prioritaire de concentrer nos efforts dans les années à venir. Cette évaluation, ces différentes évaluations au niveau corporate, qui a été faite, vous imaginez bien qu'elle a été faite, comme elle est vraiment au niveau groupe, donc à la fois sur tous nos business, sur le pet food, les céréales, le confectionery, Nespresso, Nestlé Health Science, autant, d'enjeux, divers. Donc toute cette évaluation ont été faites à partir de données, et d'indicateurs secondaires et modélisés, qu'on va vouloir venir raffiner, aussi dans le temps à partir de toutes ces données primaires dont je parlais tout à l'heure. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire des données liées aux pratiques, en termes de labour, liées aux intrants utilisés, liées aux surfaces d'éléments semi-naturels autour de la parcelle. Et c'est toutes ces
données-là plus fines avec nos données de traçabilité plus fines qui permettront d'affiner ces évaluations aussi d'empreintes corporate. Et quels sont les enjeux, enfin en tout cas à quoi servent ces évaluations d'empreintes au niveau corporate? Premièrement déjà de prioriser dans nos chaînes de valeur, prioriser où est-ce qu'il faut agir en priorité pour avoir plus de résilience dans le temps dans nos chaînes de valeur. Aussi pouvoir démontrer l'impact de nos actions qui découlent, vous l'aurez compris, de nos engagements climat, mais démontrer leur impact aussi sur la biodiversité. Et tout ça est clé notamment dans le contexte actuel et à venir de la CSRD, à centraliser ces informations dans notre reporting extra-financier à l'échelle du groupe. Mais ces éléments, disons qu'on reporte à l'externe dans un reporting extra-financier sont plus à destination de différents types de parties prenantes, que ce soit nos investisseurs, des ONG, de nombreux types de parties prenantes. En tout cas, c'est pas nos consommateurs qui, en allant faire leurs courses, vont avoir notre reporting extra-financier à la main. Donc il nous reste un enjeu clé quand même, qui est aussi de réussir à partager aux consommateurs, à nos consommateurs finaux de nos produits, faire de la pédagogie. Qu'est-ce que c'est l'agriculture régénératrice? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement tous les engagements que je citais tout à l'heure, en termes d'impact sur la biodiversité, par rapport aux produits qu'ils achètent? Peut-être que certains ont déjà vu, que Chocapic a commencé à faire sur certains d'autres ces paquets de céréales, justement de la pédagogie un petit peu ludique, pour expliquer ce qu'est l'agriculture régénératrice, qu'est-ce que ça veut dire notamment pour les vers de terre dans le sol. Mais plus globalement, ça va devenir un enjeu aussi, pour, tous nos pairs également dans l'industrie, au vu du contexte réglementaire, au vu des enjeux liés à l'affichage environnemental à venir. Et donc on sait qu'on a, ces prochaines étapes à venir d'aller plus finement dans l'évaluation d'empreintes, biodiversité à l'échelle produit et non pas qu'à l'échelle corporate. Et on en revient encore une fois aux données dont je parlais tout à l'heure, c'est finalement réussir à faire parler ces données à nos consommateurs. On a, initié, des premiers projets et réflexions avec Sayari, donc je laisserai, les équipes de Sayari en parler tout à l'heure sur le sujet, mais ça reste un enjeu de taille de comment mieux intégrer l'impact sur la biodiversité dans les ACV et ça ouvre aussi un panel, de réflexions et de questions encore ouvertes, pour les années à venir. C'est, quelle est la part des données liées aux pratiques agronomiques versus des données aussi écologiques pour démontrer l'état de la biodiversité? Est-ce que c'est uniquement au secteur privé aussi dans le contexte du Global Biodiversity Framework où, il y a un certain nombre d'engagements étatiques et de gouvernements qui ont pris des engagements en faveur de la préservation de la biodiversité, donc ils vont vouloir aussi, accélérer la collecte de données écologiques pour démontrer, des gains de biodiversité dans certains écosystèmes. Voilà, on n'a pas toutes les réponses aujourd'hui. En tout cas, c'est sur tous ces sujets qu'on travaille pour accélérer sur cette mesure d'empreinte, aussi à l'échelle produit et non pas qu'au niveau corporate. Merci beaucoup, Pauline. Merci, tu fais un lien parfait avec le sujet qu'on va traiter dans cette troisième partie, à savoir qu'est-ce qui se passe au niveau produit et comment on peut travailler en fait les données de pratique dont tu parlais, ces données terrain, comment on peut les travailler pour évaluer les bénéfices au niveau produit de l'agriculture régénératrice. Et donc, on va vous présenter, je vais vous présenter maintenant un petit peu le corpus sur lequel on s'appuie pour faire cette évaluation, et puis aussi un petit cas d'étude. On va filer un petit cas d'étude pratique pour mettre un peu de concret derrière tout ça. Donc, tout part, en termes de méthode, tout part d'un papier conceptuel qui a été publié en 2020 avec les équipes de L'Oréal et les équipes d'Iker, qui s'appelle Product Biodiversity Footprint, que vous voyez à gauche. Et donc, ce papier conceptuel, il permet en fait de poser les bases sur la façon de prendre en compte la géographie et les pratiques dans des ACV spécifiques. L'idée étant de rapprocher en fait l'analyse de cycle de vie et l'écologie, aller chercher les données terrain écologiques pour enrichir les ACV. C'est ça en fait, ce papier conceptuel, c'est ça qu'il dit. Et depuis cette publication, d'autres éléments sont apparus que vous voyez à droite, qui permettent de faire plus facilement le lien entre pratique et biodiversité. Vous en avez deux qui sont cités là, dont
Le document qui est à droite, là, qui est un document qu'on a co-rédigé avec les équipes de l'ITAB et les équipes de l'INRAE, qui permet en fait de faire le lien entre les pratiques et la biodiversité. Alors, dans quel cadre fait-on ce lien donc cette méthode qu'on appelle PBF+, PBF, cadre conceptuel, plus des éléments de lien avec les pratiques et de mise en œuvre des éléments de pratique. Qu'est-ce qu'on fait dans PBF+? On prend en compte les 5 facteurs de perte de la biodiversité, donc qui sont cités sur le graphique de gauche, l'usage des terres et des mers, l'exploitation directe, le changement climatique, les pollutions et les espèces exotiques envahissantes. On va également prendre en compte la géographie. Pauline le disait, l'aspect local est vraiment important lorsqu'on évalue la biodiversité. Et on va faire un travail spécifique sur l'indicateur usage des terres, land use, qui est pointé avec la flèche verte là en haut à gauche, pour prendre en compte des éléments de géographie, comme par ailleurs sur les autres drivers, mais également des éléments de pratique. Alors, voilà le cas d'étude qu'on vous propose de filer ensemble. Une entreprise fictive de biscuits qui se source à 60% dans 2 fermes, une ferme A et une ferme B. Donc, et on va vous montrer comment on peut mettre en œuvre, on peut faire le lien avec les pratiques pour évaluer la biodiversité. Donc, notre cas d'étude qui est totalement fictif, c'est de prendre en compte 2 fermes qui sont un petit peu contrastées en termes d'agriculture régénérative. La ferme A, elle est plutôt sur des objectifs de conservation des sols et de diversité paysagère. Vous avez le détail des pratiques qui sont sur le tableau là devant vous. Et puis, vous avez un rendement qui est de 70 quintaux hectares et elle est située, l'aspect géographique est important, elle est située dans la Beauce. La ferme B, elle fait des efforts plutôt sur la réduction des intrants, donc encore une fois avec du détail sur les apports d'azote et de produits phytosanitaires, avec un rendement qui est plus faible, 60 quintaux hectares, et elle est située dans l'Allier. Cas totalement fictif, encore une fois. Les pratiques qui sont valorisées dans la méthode PBF+, ils sont de 3 ordres, en fait. Premièrement, le travail du sol. En seconde partie, les intrants. Et en troisième part, les paysages. Et dans le travail du sol, vous voyez les sous-éléments qui sont pris en compte, des éléments autour du labour, de l'interculture, la diversité temporelle des cultures, donc les rotations, la part de prairies temporaires dans la rotation. Sur les intrants, pas de surprise, on travaille sur les fertilisants en quantité, qualité, et sur les produits phyto, quantité et toxicité. Et puis, on prend en compte, là encore, comme le disait Pauline sur le volet, sur les travaux qui sont faits par Nestlé, des éléments de paysage, donc à une taille un peu plus, à une maille un peu plus grossière, une maille écosystème finalement, où on va regarder la diversité spatiale des cultures et puis la structure, les infrastructures agroécologiques et la taille des parcelles. Donc voilà les éléments de pratique qu'on prend en compte, les paramètres de pratique. Et ces paramètres de pratique nous permettent de raisonner en 3 étapes à l'hectare, donc à l'unité de surface. D'abord, on utilise un modèle qui permet d'évaluer la qualité ou la biodiversité du système de production de culture. Donc, on a une échelle de 0 à 100 pour une culture donnée. Ensuite, on est sur une échelle de 0 à 100 pour une culture, mais une culture, ce n'est jamais qu'un type d'usage des terres. Il y a d'autres usages des terres, l'urbain, la forêt, etc. Et donc, cet usage des terres culture, il faut le ramener sur une échelle plus vaste, plus large, qui est une échelle globale de naturalité, qui va de 100, totalement artificialisé, à 0, végétation naturelle. Et une fois qu'on a ramené donc cette biodiversité culture sur une échelle de 0 à 100 en naturalité, on le convertit en facteur d'impact, en unité d'analyse de cycle de vie à l'hectare. Et là, on est sur des éléments plus classiques pour les personnes qui connaissent la CV, c'est-à-dire ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, des facteurs de caractérisation. Alors, juste un petit point sur la CV quand même. Souvent, quand les gens utilisent le terme ACV, en fait, ils pensent PEF. Donc, ils pensent chaîne de valeur un peu générique, c'est-à-dire qu'on part de données génériques d'ACV classiques, qui sont des données de chaîne de valeur, mais plutôt non spatialisées. Ils appliquent à ces données une méthode d'impact qui est la méthode PEF, et ils obtiennent 16 indicateurs et un score unique avec la méthode PEF.
Nous, quand on parle d'ACV dans tout ce qui va suivre, on parle d'ACV avec des données complémentaires que vous voyez en haut à droite, qui sont des données spécifiques qui contiennent, enfin qui prennent en compte les pratiques agricoles et la géographie. On applique une méthode d'impact qui est la méthode PBF+, et en résultat, on ventile par driver de l'IPBES et sous-driver. L'avantage de cette approche, c'est qu'on peut, avec des informations plus précises, vous les voyez en haut, c'est le petit cadre en pointillé en haut à droite, avec ces informations plus précises, on peut avoir des éléments sur la géographie et les pratiques agricoles, ce qu'on va voir donc par la suite. Quelles échelles on évalue avec PBF+? On évalue 3 échelles. D'abord, le calcul d'un score biodiversité de système de production, qui est à gauche. Ensuite, l'impact biodiversité par commodité, qui est au milieu, où là, on va prendre en compte, en plus des pratiques, les éléments de géographie. Et enfin, le calcul d'impact biodiversité par kilo de produit, que vous voyez à droite, où là, on va prendre en compte en plus la recette du produit. Là, en l'occurrence, on est sur des biscuits, donc les biscuits ne sont pas faits que de blé, bien évidemment. Et donc, on va prendre en compte l'ensemble de la recette. Juste des petits éléments de résultat. Donc, on commence, comme je vous l'ai dit, à travailler par surface. Et donc là, vous avez le score culture du blé avec de la ferme A en bleu et de la ferme B en vert. Ce score biodiv qui est aussi montré par rapport à la référence blé conventionnel moyen France. Et donc là, il s'agit de prendre en compte les paramètres de pratique que je vous ai montrés tout à l'heure, donc sur les intrants, les paysages, la mosaïque paysagère, les rotations, le labour, etc. Et en fonction des pratiques, on obtient ce score biodiversité. Ensuite, on va prendre en compte également l'écosystème dans lequel se situe la culture. Et donc là, dans notre exemple, on a une ferme A en Beauce et une ferme B dans l'Allier. Il se trouve que l'écorégion ou l'écosystème allié est un peu plus sensible, un peu plus fragile, donc cultiver là-bas, ça a des impacts un peu plus importants à l'hectare que cultiver en Beauce. Et donc l'effet géographie vient amplifier, on va dire, l'écart qu'on avait au démarrage avec juste la prise en compte de pratique, vient amplifier cet écart entre la ferme A et la ferme B, du fait d'une écorégion alliée qui est un peu plus sensible, on va dire, que l'écorégion Beauce. On passe maintenant au kilo et au kilo de commodité, au kilo blé. Et donc là, maintenant, il y a un effet rendement qui vient en plus, qui vient jouer en plus. Et si vous vous souvenez, la ferme B, elle a un rendement de 60 kg hectares, alors que la ferme 60 quintaux, excusez-moi, hectares, alors que la ferme A a un rendement de 70. Donc forcément, l'effet rendement vient pénaliser la ferme B et l'effet rendement vient faire en sorte que cette ferme B se retrouve en fait au niveau du blé conventionnel finalement, alors que la ferme A, elle garde un écart en termes d'effet sur la biodiversité par rapport à la moyenne France. Et enfin, prise en compte de la recette. On suppose ici qu'on a aussi de l'huile de tournesol dans la recette et que cette huile de tournesol, elle est également elle fait également l'objet de pratiques d'agriculture régénérative. Et donc, on peut ensuite calculer un effet agriculture régénérative sur le produit par rapport au produit conventionnel. Attention quand même, là, ce qu'on vous présente, c'est un cas d'étude fictive. Les leviers, bien sûr, comme on l'a vu, sont variables suivant les cas, intrants, pratique, labour, rendement. Et donc, bien évidemment, il faut appliquer ces éléments de pratique dont parlait Pauline tout à l'heure, qui sont des éléments de terrain. Il faut regarder ce que ça donne et tenir compte aussi du rendement. Dernier point que je voulais vous montrer avant de terminer, c'est qu'on est en mesure aussi, dans le cadre d'une trajectoire cette fois qui serait définie au niveau groupe, de calculer des bénéfices pour la nature et comparer dans le temps une trajectoire par rapport à une baseline. Donc là, on revient sur la ferme A et on considère qu'on a mis en œuvre, on est bien conscient que c'est la mise en œuvre de ces pratiques d'agriculture régénératrice, elles prennent du temps. Et donc, la mise en œuvre de ces pratiques permettent, entre l'année 2020 et 2024, par rapport à la baseline, d'avoir un bénéfice pour la biodiversité de 22% sur la durée. En conclusion,
cette méthode PBF+, elle permet la prise en compte des pratiques de manière continue. Hein. Vous l'avez vu, on n'est pas simplement sur des labels bio, Déméter, etc. Mais on est en mesure d'aller chercher les éléments terrain, de labour, d'infrastructures agroécologiques et d'intrants pour les prendre en compte et les valoriser de façon continue. On est en mesure de prendre en compte la géographie à l'échelle des écosystèmes. Vous avez vu les différences entre la Beauce et l'Allier tout à l'heure. Bien évidemment, on intègre aussi ces évaluations dans les produits animaux via les rations et dans les produits via les recettes, comme vous l'avez vu pour le biscuit. On est en mesure de suivre des trajectoires et des bénéfices générés, et ce travail est intégrable dans les empreintes corporate via l'outil Darwin que Aurore va maintenant présenter, et je lui laisse la parole. Aurore. Merci beaucoup Anne-Claire et merci beaucoup pour l'invitation à ce webinaire. Donc, je m'appelle Aurore, je suis la CEO d'une start-up que j'ai cofondée avec 2 associés, Antoine et Cyprien, il y a à peu près 1 an. Chez Darwin, on développe une plateforme SaaS, donc une plateforme logicielle qui permet de faire ce qu'on appelle une empreinte biodiversité, comme ce qu'a expliqué Anne-Claire et Pauline, et de venir développer un plan d'action pour venir réduire cette empreinte. Je pense que Anne-Claire, il va falloir que tu passes. Ouais, je ne sais pas si c'est toi qui. Ouais, très bien. Donc concrètement, notre mission chez Darwin, c'est d'accompagner nos utilisateurs à chaque étape du développement d'une stratégie nature ou d'une stratégie biodiversité. Ça se traduit par 5 modules. On rentre sur la collecte et le traitement de la donnée, sans surprise. Après, on a un deuxième module qui est vraiment sur la partie empreinte. Donc, nous, ce qu'on appelle empreinte, c'est vraiment de dégager un inventaire de matières premières, un inventaire de pression, donc les 5 pressions, l'IPBES, c'est vraiment le cœur de notre méthodologie, et un dashboard d'impact, et de rajouter aussi l'angle dépendance. Donc, c'est assez complet. Et on intègre aussi de l'analyse spatiale, que je vais vous montrer tout à l'heure. On a un troisième module qui est vraiment sur la partie risque, donc avec l'enjeu de venir mesurer l'exposition au risque de l'entreprise en année N, et 2 modules qui s'inscrivent un peu en aval de la mesure. Une boîte à outils qui permet à l'utilisateur de mettre des premières idées sur le passage à l'action, donc une simulation de scénario, un catalogue d'actions, ainsi de suite. Et un dernier module sur la partie reporting, où le but, c'est de venir intégrer toute cette donnée dans un module CSRD, TNFD, SBCN. Donc voilà, peut-être pour vous expliquer très rapidement là où on en est. Donc, la plateforme est live depuis à peu près 3 mois. Le gros de nos utilisateurs sont des cabinets de conseil. Donc, on s'est entouré d'une douzaine de cabinets de conseil depuis le début Darwin, qui nous ont aidés sur la méthodologie, qui nous ont aidés à prioriser notre feuille de route, dont Sayari fait partie, avec qui on travaille beaucoup. On a pas mal de projets en cours sur alors c'est ou des entreprises ou des institutions financières. Donc on couvre les 2 segments sur des projets de nature ou des périmètres assez différents. Donc ça peut être un DIAC biodiv, le déploiement d'un référentiel CSRD ou TNFD, une analyse des risques. Donc c'est des types de projets qui sont assez différents. Et peut-être, Anne-Claire, sur la slide d'après. Merci beaucoup. Peut-être sur le sujet qui nous amène aussi aujourd'hui, ici aujourd'hui, donc ce qui est intéressant avec Darwin, c'est que la plateforme permet vraiment de faire le lien entre l'échelle produit et l'échelle corporate, donc l'ensemble du périmètre de l'entreprise. Et notamment, la plateforme est assez utile à des entreprises qui ont fait beaucoup d'analyses ACV. Donc, pour faire cela, il y a 2 grandes étapes, on va dire. Le fait de passer d'un inventaire de produits, un inventaire de matières premières, à une empreinte biodiversité au niveau du produit. Donc ça, effectivement, on vient exploiter différents facteurs de pression issus des bases de données ACV qu'on a intégrées dans la plateforme. On vient appliquer aussi notre propre référentiel de pression de matières premières. Et comme l'a un peu expliqué Anne-Claire, on vient spatialiser ces facteurs de pression et on vient potentiellement les ajuster sur les pratiques agricoles. Donc, on fait tout ça et on ajoute aussi au niveau du produit la partie dépendance et la partie risque. Et ça nous donne une empreinte biodiversité au niveau du produit. Et après, pour passer à l'échelle corpo, on vient agréger en fait ces différentes empreintes de produits. Donc, honnêtement, il n'y a pas de barrière à la quantité de produits qu'on peut agréger. C'est l'intérêt d'utiliser une plateforme. Et on vient combiner cette donnée avec de la donnée corpo, donc par exemple de la donnée pression environnementale sur les opérations directes de l'entreprise. Et ça nous donne effectivement l'empreinte biodiversité corpo.
Et du coup, donc, ça, c'est notre approche théorique. Et ce que je vous propose de faire, parce que rien ne remplace le fait de voir l'outil et la pratique, c'est de filer la métaphore du blé et de rentrer sur un petit exemple sur la plateforme pour justement venir un peu contextualiser ces enjeux d'ajustement des facteurs de pression sur les pratiques agricoles et sur la localisation. Donc, je vais juste partager mon écran. Vous voyez mon écran, c'est bon? Génial. Donc voilà, donc on est sur la plateforme Darwin. On retrouve un peu nos différents modules sur la barre de navigation à gauche. Mais le but, c'est pas de vous faire une démo produit, mais plutôt de rentrer dans l'exemple. Donc, cas d'usage fictif, encore une fois, très simple, vous allez le voir. Une entreprise française qui s'appelle Cereali, qui fait 30 millions de chiffre d'affaires sur une business unit unique, qui est la BU, on va dire, française, qui a uniquement un site, donc sur ses opérations directes, une usine de biscuits qui est, donc on a alloué à la Business Unit France, qui est située en Normandie. Et dans cette usine de biscuits, ils produisent un produit unique qui est un biscuit à base de blé. Donc on a alloué que vous retrouvez ici, qu'on a alloué à l'usine. Et pour effectivement produire ce biscuit, il s'approvisionne auprès de 2 fermes françaises, une ferme en agriculture conventionnelle et une ferme en agriculture régénératrice. Donc, on a uniquement modélisé le rang 1, on va dire. La ferme numéro 1, donc en conventionnel, est située dans la Beauce, et la ferme, dans les Yvelines, pardon, et la ferme numéro 2 est située dans la Beauce. Donc voilà, on aurait pu faire un truc beaucoup plus complexe avec plein de niveaux différents, mais le but, c'était de faire un exemple assez simple. Donc, on a uniquement une chaîne de valeur amont, qu'on peut voir ici, avec notre produit unique et nos 2 fermes. Donc, c'est encore une fois très, très simple. En termes de points de données, donc je vais illustrer certains des remarques que j'ai faites là, il y a 3 minutes. On a intégrer 2 types de données. De la donnée, donc ce qu'on appelle LCA, donc la donnée ACV. Donc là, on retrouve un inventaire de matières premières au niveau donc, de ce produit à base de blé. Donc, recette assez simple qui inclut du sucre, de l'huile de tournesol et du blé. Donc, quantité de blé qu'on a splitté 50-50 entre les 2 fermes. Et ce qu'on a fait justement pour illustrer la différence entre des pratiques conventionnelles ou des pratiques régénératives, c'est pour la ferme numéro 1, on a utilisé un facteur de pression standard, qui est production de blé, issu d'Agribalise, qui est adapté d'EcoInvent. Et pour la ferme numéro 2, on a utilisé le même facteur de pression, donc on retrouve le même facteur de pression. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on est venu en fait, ajuster 2 facteurs, mais on aurait pu ajouter plusieurs facteurs. La conversion au sol, donc l'usage des terres, qu'on a mis à 0 sur cette ferme, donc en considérant qu'il n'y avait pas de conversion sur une ferme régénérative, et l'acidification terrestre, donc le fait d'inclure le fait qu'il n'y avait pas d'usage ou pas d'impact lié à l'usage ou à la production en fait, des engrais azotés. Donc, pareil, on l'a mis à 0 sur l'acidification terrestre. On aurait pu, mais ça, encore une fois, on aurait pu venir valoriser de la donnée terrain plus précise avec on n'est pas obligé de le mettre à 0. Mais voilà, pour l'exemple, je l'ai mis à 0. Donc, ça, c'est ce qu'on a fait pour venir, encore une fois, ajuster ce facteur de pression standard au niveau du blé. Donc, ça, c'est sur la partie produit. Et on a ajouté ou combiné aussi des points de pression au niveau corporate, donc au niveau de Cereali, donc du siège ou au niveau de l'usine. Donc là, on le voit, des émissions de gaz à effet de serre, une conso d'eau et l'empreinte au sol de l'usine. Encore une fois, c'est très, très simplifié, mais voilà, ça donne un exemple des types de données qu'on peut venir combiner. Donc, pour visualiser l'empreinte, on retourne un peu dans notre vue chaîne de valeur. Si on se met au niveau de Cereali, donc de l'entreprise dans son entièreté, donc du périmètre corpo, là, on retrouve notre dashboard d'impact, donc avec les 5 catégories de l'IPBES qu'on retrouve ici, et les grandeurs physiques, donc les flux intermédiaires qu'on retrouve ici. Et donc là, on peut voir que, effectivement, au niveau de corpo, la pression la plus importante, c'est l'occupation des sols, avec le changement climatique qui arrive en numéro 2 et l'acidification, donc la pollution qui arrive en numéro 3. Et on peut effectivement naviguer à travers, je ne vous montre pas, mais à travers l'empreinte
du corpo, donc impact, matière première, dépendance. Et alors, pour vous illustrer un peu les différences de pratique qu'on a mis en face, donc là, on est sur la ferme numéro 1, donc en agriculture conventionnelle. Donc là, effectivement, il y a un peu de conversion et de l'acidification terrestre. Et si on vient comparer avec la ferme numéro 2, là, on voit qu'il n'y a plus tout de conversion et que l'acidification est uniquement sur l'écosystème eau douce. Donc, on a bien effectivement inclus un changement de pratique agricole entre ces deux fermes liées à justement le petit ajustement qu'on a fait sur les pressions. Donc voilà, donc c'est un petit exemple de ce qu'on peut faire au niveau des facteurs de pression. Et peut-être pour finir, pour illustrer aussi ce que disait Anne-Claire sur la partie localisation, ce qui est important, c'est toujours de venir contextualiser un peu les pressions sur l'angle local, parce qu'encore une fois, je crois que c'est Pauline qui a dit ça, la biodiversité, c'est aussi local. Donc on peut venir visualiser justement nos différents sites. Donc là, on est sur la ferme bio, Ragag, et l'outil, en fait, donc on peut mettre déjà un petit buffer sur l'outil, et l'outil vient en fait flaguer différents types d'indicateurs, donc par exemple la proximité aux aires protégées. Donc là, on peut se mettre là, on voit qu'il y a effectivement une intersection, je vais zoomer pour que vous puissiez voir, une intersection avec deux zones Natura 2000, celle-là et celle-là. Donc voilà, c'est pour recontextualiser un peu justement aussi la sensibilité des écosystèmes. Autre exemple, on peut se mettre sur l'eau. Donc, l'outil aussi a flagué un risque de sécheresse qui est avec de la donnée aqueduc qui est médium. Donc voilà, donc c'est toujours important de venir recontextualiser un peu les pressions sur un environnement spatial. Donc voilà, je m'arrête là, j'arrête de partager mon écran. Encore une fois, exemple très simple, et on aurait pu faire la même chose en incluant plein de produits différents, plein de fournisseurs différents. Voilà, mais le but, c'était de montrer un peu les différences de pratiques agricoles. Donc voilà. Merci beaucoup, Aurore. Donc, je vous propose maintenant, je vais repartager mon écran, de passer au volet questions-réponses et modéré par Aurore Vermeil. Et donc, Aurore, est-ce qu'il y a des questions? Vous n'hésitez surtout pas à poser vos questions dans le Q&A, là. Est-ce qu'il y a d'ores et déjà des questions, Aurore? Oui, j'ai une question pour Pauline de Marguerite Culot qui s'interroge sur quelle est la part, le pourcentage de fournisseurs directs, donc des paysans, avec qui le groupe Nestlé travaille. Autrement dit, quelle est la part avec des négociants dans les chaînes de valeur Nestlé? Merci Marguerite pour cette question. À la très grosse, c'est 25%. Enfin, la majorité, les 3/4, disons, sont effectivement par des négociants et un certain nombre d'intermédiaires dans la chaîne de valeur. Et c'est la seule question que j'ai pour l'instant, donc n'hésitez pas. Vous pouvez également peut-être lever la main et poser votre question à l'oral si vous préférez. Ah, seconde question de Mathilde Verrier. Par rapport à l'intégration du rendement dans les calculs, la ferme B avait un rendement plus faible et a eu un impact plus grand après intégration du rendement. Ça peut être contraire aux pratiques d'agriculture régénératrice où les rendements sont souvent plus faibles ou en bio par exemple, et donc encourager les modes de production plus intensifs. Oui, c'est tout à fait. Disons qu'on a deux approches, et vous l'avez vu, hein, on a une approche qui est l'approche, on va dire, native sur l'évaluation de la biodiversité terrain, qui est une approche à l'unité de surface. Et ensuite, lorsqu'on arrive sur l'échelle produit, on a besoin de prendre en compte le rendement pour donner un impact environnemental, y compris une empreinte biodiversité par unité de masse du produit, et donc le rendement est pris en compte de cette façon-là. Après, notre expérience, c'est qu'il y a quand même moyen de... alors là, les deux exemples qu'on vous a fournis sont des exemples fictifs, hein, mais il y a moyen d'avoir des rendements en agriculture régénératrice qui permettent de garder un gain, même au kilo, hein,
un gain substantiel par rapport au volet conventionnel. Pas d'autres questions. Alors, question de Yannick Nguyen, qui s'interroge sur la façon dont est pondéré l'impact des différentes étapes entre la production de matière 1, l'impact environnemental local et l'impact de l'usine dans le résultat final du produit fini. Alors la question, elle est pour qui? Est-ce qu'elle est sur le volet Darwin ou sur le volet empreinte produit? J'aurais dit plutôt pour toi, Anne-Claire, mais... Ok. Excellente question. C'est sûr que lorsqu'on fait, on vous l'a dit, hein, lorsqu'on... Bon, là, on avait 10 minutes pour présenter ce cas d'étude, donc on est resté à l'échelle de la commodité et puis ensuite on est passé à l'échelle produit. Bien évidemment, quand on passe de l'échelle commodité à l'échelle produit, on prend en compte l'aval des chaînes de valeur, donc tout le volet transformation, distribution et emballage. Ce volet-là d'expérience sur des produits agricoles, il est en général plutôt moins important que le volet agricole. Ça dépend ensuite des commodités, bien évidemment, mais lorsqu'on fait nos études empreinte produit en prenant en compte le sujet de l'agriculture régénérative, on prend bien évidemment en compte aussi l'aval des chaînes de valeur, donc transformation, emballage, distribution. Merci Anne-Claire. Je sais pas si Aurore, tu voulais compléter côté Darwin, sinon j'ai d'autres questions. Non, côté Darwin, nous, ça dépend honnêtement de la donnée d'entrée, en fait. Dans le sens où là, moi, ce que j'ai mis dans la petite démo, j'ai mis très peu de données d'entrée, en fait, sur le périmètre notamment de l'entreprise. Donc, on va dire la modélisation est très soumise, en fait, aux données plutôt sur la partie produit et donc, du coup, à la chaîne de valeur amont. Donc, ouais, sur ce point spécifiquement, ça dépend de la donnée d'entrée, quoi. Merci Aurore. Une autre question, encore pour toi Anne-Claire, de Alicia Petio, qui s'interroge sur, dans PBF+, on a 3 volets. On a le premier volet qui est justement la prise en compte des pratiques à l'échelle de la ferme, et qui s'interroge justement sur ce que tu peux expliquer plus en détail comment les impacts biodiversité des différentes pratiques agricoles sont estimés différenciés, notamment en termes de données et de modèles utilisés. Je suis pas sûre de comprendre la question. Sur le volet basé sur Dalla Porta et al., comment finalement, quelles sont les pratiques qu'on prend en compte et quelles sont les données nécessaires pour faire tourner le modèle, je pense. D'accord. Des exemples de pratiques, c'est la profondeur de labour, la fréquence des labours, le nombre de cultures dans la rotation, est-ce que oui ou non il y a des prairies temporaires dans la rotation, les quantités de fertilisants qui sont appliqués à l'hectare et leur type, est-ce que c'est plutôt de l'organique ou du fertilisant de synthèse, les quantités de produits phyto qui sont appliqués et leur toxicité. Donc, on va aussi prendre en compte la toxicité des différentes substances. Et puis, au niveau paysage, on a donc les infrastructures agroécologiques, la taille des parcelles, la mosaïque paysagère, donc la diversité spatiale des cultures. Et je crois que c'est à peu près tout. J'espère que j'en oublie pas. Mais voilà les paramètres d'entrée. Après, le modèle lui-même, c'est un modèle qui combine ces différents paramètres d'entrée pour évaluer les impacts sur la biodiversité.
avec un volet évaluation sur la biodiversité mobile, donc les oiseaux, les mammifères, les amphibiens, etc. Et il y a aussi une évaluation sur la biodiversité dite immobile, c'est-à-dire la biodiversité du sol. Donc on évalue à la fois, je dirais, l'approche biodiversité, c'est une approche biodiversité assez systémique, puisqu'elle va chercher à la fois la biodiversité mobile et la biodiversité immobile. J'espère que je réponds à la question, je ne suis pas sûre. Je pense que oui. J'ai une autre question pour Aurore cette fois-ci, qui s'interroge, Annie Borla qui s'interroge si vous êtes aussi spécialisée dans d'autres domaines que l'agriculture et notamment est-ce que vous travaillez sur d'autres domaines tels que les mines de bauxite? Alors, donc, l'outil n'est pas du tout verticalisé, hein, donc on est assez agnostique en termes de secteur, donc secteur minier sans aucun problème, et pas uniquement l'agriculture. Après, sans surprise, on travaille quand même beaucoup sur des secteurs primaires et secondaires, mais du coup, effectivement, l'exemple est pertinent. Merci Aurore. Une autre question pour Anne-Claire, de Mélissa Tardieu. S'interroge dans la méthode PBF, comment est-ce qu'on prend en compte les effets paysages et comment on les inclut dans le calcul d'empreinte biodiversité? Est-ce qu'on appuie seulement sur des données terrain avec une vision localisée? Et seconde question, est-ce que le modèle PBF+, est-il le même pour les différents types de cultures, animales, végétales, cultures pérennes et annuelles? Alors, première question, seconde question déjà. Comment dire, l'évaluation de la biodiversité, donc à la parcelle ou l'évaluation de la biodiversité dépend. Donc le premier niveau, là, j'avais montré 3 niveaux en fait. Une évaluation de la biodiversité culture, ensuite la mise à un niveau sur une échelle de naturalité, de l'artificialisation à la végétation naturelle, et enfin la correspondance avec les facteurs ACV. Sur le premier niveau, donc qui est le niveau d'évaluation de la biodiversité par culture, on a une évaluation de la biodiversité qui est faite pour les cultures annuelles d'une part, une évaluation de la biodiversité qui est faite pour les prairies permanentes de deuxième part, et une troisième évaluation de la biodiversité qui est faite pour les cultures pérennes de troisième part. Et ensuite, c'est le mapping de cette échelle qui va à chaque fois de 0 à 100, donc 0 à 100 pour les cultures, 0 à 100 pour les prairies permanentes, 0 à 100 pour les cultures pérennes. C'est le mapping de ces échelles de 0 à 100 avec comment dire, l'ensemble de l'échelle de la naturalité, de l'artificialisation à la végétation naturelle. C'est ce mapping-là qui permet de ramener ça sur une échelle, on va dire, universelle de biodiversité. Ça, c'est pour la deuxième question. Et la première question, c'est quoi? La première question, comment on prend en compte les effets paysages et dans le calcul d'empreinte biodiversité? Est-ce que c'est seulement des données terrain ou avec une vision localisée? Alors, si on a des données terrain, on prend en compte les données terrain, bien évidemment. Si on n'a pas de données terrain, on va chercher des données bibliographiques en lien avec les données terrain. Et si on n'a pas de données terrain, on va chercher, après, on a des évaluations de la qualité des données qui sont variables, hein, bien évidemment. Si on n'a pas de données terrain, par exemple pour le blé conventionnel France, là dans notre exemple, on va chercher des moyennes nationales sur les éléments de paysage, donc encore une fois la taille des parcelles, la mosaïque paysagère, les infrastructures agroécologiques. Une autre question, est-ce que la méthode PBF s'applique uniquement au secteur agricole? Toi, Anne-Claire, encore. La méthode PBF, elle s'applique, le cadre conceptuel que j'ai mentionné en tout début, il s'applique à l'ensemble des secteurs. Après, si on veut évaluer les enjeux biodiversité très spécifiques qui sont liés à des pratiques, là, on va devoir
prendre en compte des éléments sectoriels. Donc, ce que l'on a fait, c'est que pour l'agriculture, on sait que le sujet usage des terres est un sujet majeur. C'est celui qu'on a travaillé pour l'agriculture et les commodités agricoles et agroalimentaires. On travaille aussi sur d'autres thématiques, par exemple la pêche, par exemple les minerais et métaux, par exemple l'énergie, etc., avec des focus sur les pratiques et sur les aspects spatiaux qui sont à chaque fois sector dependent, si je puis dire. Merci Anne-Claire. J'ai pas d'autres questions. Si vous en avez encore, c'est le moment. Bon, visiblement pas d'autres questions. Je sais pas, Anne-Claire, si tu veux attendre encore un peu. Ou... Non, mais s'il n'y a pas d'autres questions, je voulais simplement remercier Pauline Cristofini, remercier Aurore Falk-Pierrotin pour leurs interventions, chacune. Merci beaucoup. Remercier Aurore Vermeil pour la modération des questions et vous remercier tous pour votre participation à ce webinaire et vous souhaiter un bon appétit et une bonne journée. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous. Merci. Merci. Merci.